Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec Bernard Michon, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Nantes et membre du CRHIA. On commence un peu à vous connaître, on vous retrouve toutes les semaines. Alors la semaine précédente, justement, nous avons commencé à aborder la traite négrière occidentale, donc un sujet que nous allons poursuivre toute cette saison. Rappelons que à partir de Nantes, il y a eu 1800 expéditions négrières entre 1657 et les années 1830. Le commerce triangulaire a été un moteur de développement du port de Nantes, mais pas que, de toute la vallée de la Loire. Et tout commence donc dans le port de Nantes par la préparation du bateau négrier. Extrait du journal de mes voyages, rédigé par le négociant armateur nantais Joseph Monneron du Pin, 1748-1833, publié et annoté par Olivier Pétré Grenouillot. Mon père me dit que, puisque ma vocation était bien décidée, il m'avait trouvé un embarquement, mais qu'il n'aurait lieu que sous 2 mois. Il m'entretint que c'était M. James, un de ses amis, que j'aurais pour capitaine, que ce voyage serait pour la côte de Guinée et que j'aurais la place de pilotin. Je me rendis à Paimboeuf, à bord du navire Le Prudent. Comme c'était le premier bâtiment dans lequel je mettais les pieds, je crus en y entrant être dans un vaisseau de guerre, et comme le navire était ancré en petite rade, fort du large. Je jugeais comparativement avec les autres navires qui étaient aux 4 amarres, d'autant que le point d'optique trompe généralement les enfants sans expérience. Le navire avançait en charge et fut tellement encombré par les marchandises et les vivres qu'il ne restait dans la grande chambre que l'espace nécessaire pour le jeu de la barre. Il fallut coucher quelques nuits sur le pont, même avant le départ. Cependant, le capitaine, par humanité, nous fit pratiquer quelques issues dans la grande chambre, entre les sacs et les biscuits, pour y mettre nos matelas qui étaient étendus sur des sacs de biscuits, de sorte que nous n'avions que la place rigoureuse de nous musser. Nous mîmes en mer le 13 septembre. Nous fûmes les premiers appareillés, parce qu'ayant un fort équipage composé de 34 hommes, en raison de la petitesse du bâtiment, nous pouvions hâter la manœuvre. Nous eûmes la douleur d'éprouver, même en nous rendant à Minden, combien notre marche était pesante, car tous les navires qui mirent à la voile, après nous dépassèrent promptement, de sorte que nous étions à peine en dehors des marées, que tous les autres bâtiments étaient devant nous à perte de vue. Nous avons entendu un extrait de texte. Alors, quelques précisions sur le vocabulaire. Qu'est-ce qu'un pilotin ? Un pilotin est un apprenti pilote. Mais plus généralement, on peut dire que ce grade est occupé par des apprentis officiers. Et Joseph Monneron du Pin s'apprête donc à faire un premier voyage de traite, et c'est le grade qu'il occupe. Alors, il parle de bâtiments. On sait bien, ce sont les navires. Tout à fait, oui. Voilà. À l'époque, on parlait de bâtiments. Donc. Alors, bâtiments de mer, ce sont des appellations que l'on retrouve dans les sources du XVIIIe siècle. Dans l'extrait, on entend qu'il part donc sur la côte atlantique. Mais on revient un petit peu à Nantes. Où est situé le port de Nantes ? Alors, le port de Nantes au XVIIIe siècle, pour reprendre l'expression d'un historien qui s'appelle Gérard Le Bouédec, il parle simplement de boulevard portuaire de la Loire-Maritime. Simplement, il faut imaginer qu'à cette époque-là, le port de Nantes s'étend, d'ailleurs un peu comme aujourd'hui, de Nantes, port de fond d'estuaire, le site de fond d'estuaire, jusqu'à l'embouchure de la Loire. Et dans l'extrait qui nous a été lu, il est question de Minden, qui marque un peu l'embouchure de cette vallée de la Loire. Alors, on a des sites en fond d'estuaire. On pense notamment à la Fosse, qui est très importante et qui va donc le fameux quai de la Fosse aujourd'hui. Et tout au long de la Loire et donc de l'estuaire de la Loire, on a différents sites, Couéron, le port Launay,
Paimboeuf, qui est à l'époque le principal avant-port de Nantes, Saint-Nazaire, qui n'est qu'à l'époque qu'une station de pilotage à l'entrée de l'estuaire, et Minden. Nantes reste au centre, dans le sens où les navires arrivent quand même jusqu'à Nantes, les gros navires, ou ils s'arrêtent en amont? Alors, l'armement et le désarmement des navires s'effectuent à Paimboeuf. Paimboeuf est à ce moment-là le principal avant-port de Nantes, et il serait, je dirais, inexact d'imaginer que les navires qui pratiquent le commerce en droiture, c'est-à-dire les échanges entre Nantes et les Antilles, ou le commerce triangulaire, en passant par les côtes africaines, viendraient décharger leurs marchandises jusqu'à Nantes. Le transbordement entre l'avant-port, entre Paimboeuf et Nantes, s'effectue par des barges et des gabarres. Alors, pour revenir un petit peu aux navires négriers, est-ce qu'ils ont des tailles, est-ce qu'ils ont des spécificités par rapport à d'autres navires? Est-ce qu'ils sont construits spécialement pour la traite négrière? Alors, la traite n'a pas entraîné la mise en place d'un navire, je dirais, spécifique. Le navire destiné à pratiquer la traite des Noirs est d'abord un navire de commerce. Il va subir des aménagements le long des côtes africaines à partir du moment où il se transforme en prison flottante. Et le principal aménagement, c'est la construction d'une palissade qui sépare l'arrière du navire, qui est le domaine des libres, et l'avant, où les captifs vont être amenés à pouvoir sortir sur le pont. On reviendra à la question justement de l'aménagement du navire lorsque les captifs sont à bord. Mais ces navires-là, qui partent de Nantes, ils sont construits à Nantes? Il existe différents chantiers de construction. Certains sont situés à Nantes, particulièrement à l'embouchure de la Chésine, au bout du quai de la Fosse. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec Bernard Michon. Alors on imagine le navire amarré au port de Nantes. Il se prépare à partir. De quoi est-il chargé? Qu'est-ce qu'il y a à bord avant le grand départ? L'extrait qui nous a été lu en début d'émission indique, je dirais, la saturation de l'espace. La saturation de l'espace, tout simplement parce que il faut partir avec suffisamment de vivres pour l'équipage, pour plusieurs semaines de navigation avant d'arriver le long des côtes africaines. Alors, il a été question notamment des biscuits, donc ce sont donc des biscuits de mer, des choses très, très, très dures, qui constituent un élément de ration pour les marins. L'eau douce, évidemment, qui va être embarquée en barrique, et puis, évidemment, de l'alcool, de l'eau de vie. À côté de cela, on va avoir ce que l'on appelle les marchandises de traite. Alors, qu'est-ce qu'une marchandise de traite? Les marchandises de traite sont parfois ce que l'on appelle la pacotille.
Ce sont des marchandises qui sont destinées à être échangées contre les captifs. Alors, par cette appellation de pacotille, on peut imaginer aujourd'hui des marchandises de nulle valeur. C'est une idée fausse. Les marchandises qui sont échangées contre des captifs, et des études récentes, notamment de chercheurs africains, je pense à Aka Kwame en particulier, montrent que ces marchandises ne sont nullement défectueuses, de nulle valeur, etc. Donc ce sont d'abord des textiles, les fameuses toiles peintes, les fameuses indiennes. On a également des eaux de vie qui sont indispensables pour commencer une traite. Et on a également des armes à feu et armes blanches. Toutes ces marchandises sont à destination du continent africain et seront échangées contre des captifs dans le cadre d'un achat ou d'une négociation, c'est bien cela? Tout à fait. Le cadre de la traite atlantique est un cadre qui s'effectue généralement par le troc. Alors on va y revenir justement lors de notre prochaine émission. À bord de ce navire, il y a un équipage. De qui est-il composé? Alors, pour une expédition de traite, l'équipage va être proportionnellement en nombre plus important que pour une expédition en droiture, c'est-à-dire pour une navigation entre l'Europe et l'Amérique. Donc, un équipage un peu plus nombreux, tout simplement parce que ces marins se transforment en geôliers entre les côtes africaines et l'Amérique. Alors, de qui est composé un équipage? Dans l'extrait qui nous a été lu en début d'émission, le Prudent est un navire de traite de taille moyenne. Il compte 34 hommes d'équipage. On peut penser évidemment à la présence du capitaine, de son second qui peut être amené à le suppléer, d'un lieutenant. Et cet ensemble constitue ce que l'on appelle les officiers majors. Ensuite, on a des officiers mariniers, un maître de bord qui va être amené à diriger les matelots, à diriger les manœuvres. Et enfin, la présence d'apprentis, ce que l'on appelle les mousses. Bien sûr, on a également dans ce navire un chirurgien très important puisqu'il va s'occuper des captifs et en particulier de leur sélection le long des côtes africaines. Et également la présence d'un cuisinier. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, le temps passe vite. Alors ce navire, on l'imagine, il est armé, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est prêt à partir et il fait cap vers les côtes africaines. Il va mettre entre 1 et 2 mois pour arriver à destination et commencera alors la traite des Noirs que nous aborderons la semaine prochaine avec vous, Bernard Michon. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. À bientôt. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages produite par l'association Les Anneaux de la Mémoire, présentée par Barbara Chiron, avec l'historien Bernard Michon, lecture des textes par Philippe Boucoin, à la technique José Pasquale.